Salut Léopold. Salut Timothée. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Content de t'avoir sur cet épisode en studio. Tu es Head of Product dans une boîte qui s'appelle, alors une boîte, c'est un startup studio en l'occurrence cette Exactement. fois, qui s'appelle OSS Ventures. Je veux bien que tu nous racontes un petit peu ce que c'est. Je suis content d'ailleurs parce que ça fait longtemps que j'entends ce nom, mais j'ai pas pris le temps d'échanger de manière un petit peu plus approfondie avec quelqu'un de l'équipe. Donc ravi que tu me dises un petit peu ce que c'est pour moi et les auditeurs surtout. Avec plaisir. Donc OSS, à l'acronyme, ça veut dire Operation Startup Studio. On est un startup studio spécialisé dans les logiciels pour le monde des opérations. Monde des opérations, deux manières de le voir. C'est là où tu as plus de valeur ajoutée sur le physique que sur l'information. Autre manière de le voir, c'est là où les gens ne travaillent pas derrière un bureau toute la journée, derrière un ordinateur. Ouais. Donc usine, centre logistique, médical de terrain, construction, agriculture. L'objectif d'OSS, c'est d'accompagner la transformation de notre modèle de production avec de la tech. Bon, rien à voir avec le sujet, mais est-ce qu'il y a des jokes avec le film en interne ou pas ? Évidemment. Ouais, ok. Il y en a un que tu peux nous partager pour commencer ou pas ? Ou c'est trop privé ? Voilà, il n'était pas prêt. Il y en a une grosse où, évidemment, on a voulu faire un petit montage sur le sujet qui a vite été... Arrêté. Annulé. Ah, c'est vrai ? Exactement. Bon, tu peux pas en dire plus, quoi. Exactement. Bon, zut. Bon, alors, si vous voulez plus d'infos et des blagues avec Jean Dujardin dans la boucle vis-à-vis d'OSS, on fera demander directement sur LinkedIn à Léopold. Mais moi, j'ai pas eu le droit. Peut-être que j'aurai le droit en privé tout à l'heure. Bref. Merci beaucoup pour le petit moment sur OSS. Je trouve ça trop cool d'ailleurs ce que vous faites. C'est assez ouf. Déjà que le modèle de studio est dur. Le faire sur une verticale comme ça, qui est pas une verticale... sur laquelle les gens vont d'habitude, je trouve, dans la tech. On a tendance à beaucoup faire un peu les mêmes choses. Grossièrement, je dis ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des choses très singulières, mais c'est très cool. Tu peux nous raconter un peu c'est quoi la backstory, l'histoire derrière ça ? Comment s'est initié ce projet, cette boîte, et pourquoi l'envie d'aller dans l'industrie absolument ? Avec plaisir. Donc moi, quand j'ai rejoint OSS, Renan, notre CEO et fondateur, venait de le lancer. Renan, en fait, il a un passé à la fois dans la tech, codeur, fondateur de boîte tech, à la fois chief product et CTO, et un passé dans l'industrie en tant que consultant et dans un grand groupe industriel. Okay. Après sa dernière aventure, il a dit « je veux relancer des boîtes ». J'ai envie de le faire dans un sujet qui me porte à cœur, l'industrie de fabrication. Et moi, quand j'ai rejoint le startup studio, Renan me disait « là où il y avait des usines avant, maintenant, il y a du manque d'emploi. Des usines dans certaines régions, un emploi dans une usine, c'est 3 emplois générés en indirect. Est-ce que tu as les sous-traitants, etc. La boulangerie, le boucher. Ah oui, puis les gens autour en physique. D'accord. C'est pas que le lien commercial avec les usines, mais aussi les gens autour localement. Ouais. Exactement. On parle beaucoup de tissu industriel en France. Et en fait, on a des dizaines, centaines, milliers d'usines. Parfois les meilleures de leur catégorie qu'on ne connaît pas. Ça peut être un fabricant de matelas, ça peut être un fabricant de marque de luxe, ça peut être... Et il y a un savoir-faire énorme. Et aujourd'hui... on pense, et c'était la conviction très forte de Renan, que l'industrie participe à la souveraineté nationale déjà, juste être capable de produire ce que tu consommes. Aujourd'hui, on voit toutes les dernières années, tous les ans, on a un crash de supply chain, un manque de médicaments pour bébés, une guerre qui éclate en Ukraine et donc qui fait envoler certains prix de matières premières. D'un autre côté, on voit aussi beaucoup de crises de supply chain est tout simplement lié à la façon de faire les choses. Aujourd'hui, la manière dont les usines fonctionnent définissent notre modèle de consommation. Comme c'est éloigné des consommateurs, on ne le voit pas, ça a été moins digitalisé que les médias, que la fintech. Et donc aujourd'hui, il y a un énorme besoin là-dedans. Et je partage un exemple qui est marquant, c'est que l'homme le plus riche du monde, il vient de la tech et il a fait des usines. Et il les a pas faites là où le coût du travail était le moins cher. Et il a commencé en Californie. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, la tech peut vraiment participer à transformer le modèle de production et le modèle de consommation. Ouais. C'est quoi je ne sais pas si tu en as d'ailleurs, c'était pas préparé cette question, mais tes convictions sur le futur de la fabrication. On parle beaucoup d'industrie 3.0, tu sais, on entend beaucoup parler d'usines autonomes, et c'est déjà le cas dans plein d'industries, des usines qui ont globalement l'humain a déserté un peu certaines chaînes de fabrication, etc. Est-ce que vous avez des convictions là-dessus, pas forcément sur lesquelles vous allez vous pour lancer des boîtes, mais j'imagine que vous y songez, quoi, à la fois d'un point de vue marché, peut-être d'ailleurs pour lancer des boîtes aussi. On a une conviction très forte, c'est la montée en valeur ajoutée des jobs. Tout simplement de dire qu'une personne va pouvoir coordonner encore plus de production
créer des produits encore plus performants, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des supply chains, et de se dire qu'aujourd'hui, il y a une stat, je crois, dans les services qui dit une personne utilise en moyenne une quinzaine de SaaS. Aujourd'hui, dans une usine, alors qu'on va gérer une complexité parfois qui est démesurée, on va utiliser 2 Excel et un logiciel. Et donc aujourd'hui, notre croyance, c'est de se dire que ces personnes-là seront capables de livrer beaucoup plus de valeur. Ok, c'est hyper clair. Et donc là, le périmètre est franco-français pour l'instant, vous avez... Non, il est assez international. Il a démarré beaucoup franco-français, mais très vite, en fait, avec une empreinte à l'international due au groupe à l'international. Et là, depuis quelques années, on est de plus en plus présent Europe et Amérique. C'est-à-dire que vous vendez là-bas ou c'est parce qu'il y a des structures là-bas montées, des divisions d'OSS? On est en train de commencer à monter des divisions là-bas. Que ce soit au niveau d'OSS ou au niveau de nos startups. Et petite statistique, en moyenne, sur toutes les boîtes qu'on lance depuis 1-2 ans, dans les 3 premiers clients, on en a 1 à 2 qui sont en dehors de France. Ok, hyper intéressant. Sur OSS à nouveau, donc on a dit en intro, toi tu as participé, j'imagine que c'est directement ou indirectement, parce que ça fait beaucoup de boîtes, etc., à 22 boîtes, à la création de 22 boîtes. Je veux bien que tu cites quelques boîtes phares. On a parlé de Fabrique en intro, mais il y a peut-être d'autres pour que les gens aussi qui ne connaîtraient pas, par exemple, du tout ce que vous faites, ou alors le secteur, parce qu'à nouveau, on voit beaucoup de SaaS dans la fintech et compagnie, mais on en voit beaucoup moins là-dedans. Je trouve que tu nous donnes des points de référence. Et également, peut-être, sur vos stats, est-ce qu'il y a un nombre de projets à l'année comme objectif que vous poussez? Quel est le taux que vous considérez comme le taux de succès là-dessus, de boîte qui lève ou autre? Enfin, ça m'intéresse un peu d'avoir un peu les chiffres du studio. Avec grand plaisir. Donc, on a Fabrique, on a Mercateam qui travaille sur la gestion des compétences des collaborateurs. On a une boîte du début d'OSS qui s'appelle Craft, qui est allée dans la construction. Fondateur très très fort. Pas facile ce domaine. Il y a beaucoup de boîtes qui y vont, et enfin beaucoup non, mais il y en a pas mal qui ont essayé et qui galèrent. Et moi, pour avoir vu, j'ai pas participé, mais pour avoir vu l'équipe fondatrice, impressionnante. Non, j'ai pas de doute. Et je leur souhaite beaucoup de succès. Mais c'est chaud. Et récemment, on a des boîtes comme Cognix qui travaillent sur la simulation du design vers la fabrication. On a un Relief qui est assez jeune, qui a 1 an et demi, qui démarre très très bien. Trop bien. Voilà. Trop bien. Un coucou à Oplit aussi, moi que je connais. Il y a Soufiane, le CTO, avec qui on avait discuté à l'époque de peut-être faire un truc ensemble, je me rappelle. Génial. Très cool. Oplit, pardon. Donc Soufiane et Thibaut. Exactement. Thibaut, qui avance bien, trop bien. Exactement. Est-ce que vous avez des boîtes donc tu vois, il y a d'autres startup studios, Exa qui est connu, qui est sur le podcast, notamment en France. D'autres, et je les connais vraiment pas tous. Et puis des gens qui sont un peu sur des schémas hybrides. Est-ce que vous avez des boîtes, par exemple, qui sont, tu parlais des US tout à l'heure, qui sont allées faire YC, par exemple, derrière? Est-ce qu'il y a des complémentarités avec d'autres structures, ou est-ce que aujourd'hui vos boîtes, elles ont gardé un peu ce truc de on est chez OSS et on se développe ensuite, on est assez autonome et libre, on passe pas par d'autres structures d'accélération? Elles sont, je crois qu'aucune n'est passée par une autre structure d'accélération, des incubateurs souvent, mais pas des grosses structures comme tu cites, comme YC. Nous, on a une croyance très forte. En fait, le modèle OSS est né comme un startup studio. Aujourd'hui, on a aussi un fonds. Le but, c'est d'accompagner nos boîtes le plus loin possible. Donc, vous réinjectez une fois qu'elles sont sorties du studio? On réinjecte, exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on réinjecte, on participe au tour suivant, on est challengé. Il faut être toujours pertinent. Bien sûr. L'enjeu, il est assez simple. C'est de faire des boîtes qui vont intéresser des investisseurs de plus en plus expérimentés. Donc, un investisseur expérimenté, il veut prendre plus de parts. Il se dit, le petit investisseur du début, je veux l'enlever. Aujourd'hui, on veut rester pertinent le plus loin possible, continuer d'augmenter notre modèle. Et en fait, l'ambition, elle est assez simple. C'est d'essayer de rétro-ingénierer le modèle de lancement d'une boîte qui va jusqu'à 10, 15, 20 millions d'ARR avec un plan d'EBITDA positif. Ce que j'appelle un plan, c'est on sait quand est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton et afficher un EBITDA positif. On insiste avec une cash efficiency finement pilotée. C'est extrêmement important pour nous, ça. Donc c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas vocation à aller faire des boîtes avec des grosses valos Si. C'est, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est une efficacité, un ratio ARR généré sur fonds levés très très fort. Ce ratio, s'il est extrêmement fort, derrière,
C'est la levée, c'est l'essence qui fait accélérer ça. Ok. Et avant de partir, on va partir sur le fameux playbook. Je pense que c'est méga intéressant de voir comment vous construisez ces produits. Donc je t'ai coupé tout à l'heure sur les chiffres peut-être des boîtes, des volumes de boîtes que vous avez tenté, des idées à l'année. Enfin je sais pas, c'est vachement intéressant de savoir comment dans les coulisses, avant à nouveau de partir sur votre façon de bosser, de crafter les produits. Les idées initiées, le nombre de volumes de boîtes que vous avez essayé de construire, ce serait cool de savoir. Avec plaisir. On a lancé 30 boîtes, 30 projets. Depuis le début. Depuis le début, il y en a 22 qui existent et qui sont performantes aujourd'hui. Okay. On est hyper content de ce ratio. Okay. C'est élevé, en effet, c'est hyper élevé. Ce ratio, on essaye de l'entretenir. C'est-à-dire que si on ne teste pas, on va juste essayer d'avoir des idées trop faciles qui vont marcher auprès de 10 clients. Ouais. Donc, on veut cultiver ce taux d'échec. Ce qui est intéressant, c'est que la clé d'un startup studio, c'est savoir tuer les idées au bon moment. Et en fait, si on a eu des catastrophes industrielles, c'est des projets sur lesquels tu passes 9 mois et tu les tues au bout de 9 mois. Si on tue 3-4 projets par an en passant 1-2 mois dessus, c'est très bon. Et aujourd'hui, en 2025, on est à un rythme de 4 boîtes. Ouais. On aimerait faire 5-6, on a déjà les sujets. Vous voulez scaler le modèle ? Ouais, on veut passer à 8 en 2026. J'y crois à fond. C'est une vraie question. Hein. Ah, j'y crois à fond. Scaler le modèle de studio, qui est quand même un métier d'artisanat. Pas facile, hein. Ah, pas facile. Moi, c'est ce qui me plaît dans le prochain jalon. Moi, j'y crois à fond. Je vois, en fait, aujourd'hui, un point très important. Un startup studio, c'est une base répétable pour lancer des boîtes. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas créer ? C'est des artisans qui réinventent les choses à chaque boîte. L'enjeu d'un startup studio, c'est de faire que la boîte N+1 soit plus performante et plus facile à lancer que la énième. Ouais. Et donc, en fait, en plus du lancement et des opérations de studio, il y a un travail en fond qui consiste à créer ces fondations. J'en donne une. Si on a un réseau qu'on appelle les preferred partners en anglais, les partenaires privilégiés, c'est des industriels qui ont acheté plusieurs services OSS, plusieurs produits, et en fait qui nous disent, mais dès que vous lancez un prochain sujet, j'ai envie que vous veniez faire la recherche client chez moi. Ok, intéressant. Et donc tu me disais que parfois vous quittez des projets assez tôt. Moi, par intuition, je me dis, ok, ils essayent de vendre à des industriels. Donc parfois, j'imagine des boîtes qui sont plutôt grosses. C'est vrai que quand tu bosses avec des usines, enfin des boîtes qui font de la fabrication, souvent c'est des gros capitaux et tout. Alors bien sûr qu'il y a des PME, des toutes petites boîtes avec des petites usines, hein, mais j'imagine que vous cherchez aussi à aller conquérir un marché demain. Comment tu kills un produit aussi vite quand les contrats sont peut-être un petit peu... Enfin, des cycles de vente doivent être un peu élevés parfois, non ? Ouais. Comment ça se passe ? J'imagine que c'est d'une boîte à l'autre, Mercatim, Fabrique, n'ont pas tous la même manière de vendre. C'est un excellent point. En fait, pour le résumer, on est sur du B2B enterprise. Ouais. Donc on tout le temps ? Tout le temps. Ok. Tout le temps, au moins. Parfois, on est sur de la PME, donc avec des temps de cycle plus courts de quelques mois. Souvent, on peut être sur du 6, sur du 9 mois. Il y a plusieurs enjeux. Un, en amorçage, le fait d'avoir cette base de partenaires privilégiés, ça, en fait, ça coupe ce temps d'acquisition et de temps de discussion avec les entrepreneurs, avec les industriels. Ça, c'est les clients historiques que vous avez eu sur d'autres projets ? Exactement. Mais au début, ça a dû être galère parce que vous n'en aviez pas. Ouais, mais on avait naturellement le réseau de Renan. Ouais. On a réussi à se faire connaître. En fait, ce qui est très intéressant, c'est aussi on a une approche très collaborative avec nos partenaires. J'insiste en disant partenaires, c'est qu'en fait, on va les voir dans les usines, on trouve des sujets qui sont intéressants. Et moi, j'aime bien dire, dès le premier jour, on est dans une relation client, c'est-à-dire apporter de la valeur à la personne en face de soi, que ce soit avec des idées, avec une nouvelle compréhension des sujets. Aujourd'hui, on a pas mal d'industriels qui parfois se disent c'est comme du conseil, en fait gratuit, mais en plus où c'est avec un alignement d'intérêt sur le succès. Nous, c'est assez simple, notre discours, c'est de dire, en fait, on regarde si on délivre de la valeur chez vous, et puis notre objectif, c'est que vous soyez très contents de payer pour le service qu'on aura créé. Et les boîtes que tu kills en 2 mois, par exemple, donc ça veut dire que c'est... Alors, c'est très intéressant. Les boîtes qu'on kill en 2 mois, souvent, soit on va pas avoir c'est souvent des enjeux de traction, c'est-à-dire on n'a pas la traction suffisante. Traction, c'est quoi ? Est-ce que tu arrives à signer des contrats avec des entreprises en moins de 2 mois ? Pas à signer. En fait, ce qui est intéressant, c'est... nous, on aime bien dire une start-up, c'est une organisation temporaire qui cherche son modèle. Ouais. Donc, les premiers mois, c'est pas en 3 ou 6-9 mois. Le but, c'est d'avoir un début de validation. Okay. Début de validation, ça va être vraiment d'avoir un produit installé chez des premiers clients avec des contrats significatifs et une réplicabilité et une valeur démontrée assez forte. Ouais. C'est le droit de jouer. C'est le pied dans la porte du product market fit.
Et déjà, passer l'épaule là-dessus, c'est très important. Sur les premiers mois, on va chercher à en fait mesurer le niveau de validation qu'on va aller chercher au client. Je donne un exemple. On génère des discussions. À partir d'une discussion générée, on va demander des mises en relation aux autres personnes de l'équipe, une mise en relation avec le manager, une mise en relation avec un preneur de décision. On va organiser un projet. Nous, on a ces fameux design partners qu'on appelle les co-constructeurs. Okay. On va les aligner sur un projet limité dans le temps de, par exemple, 6 à 8 semaines, dans lequel on va identifier des critères clés de succès. On va dire, voilà, si on atteint ça, c'est extrêmement intéressant pour votre entreprise. Okay. Et derrière, on va dire, on veut faire des sprints pour essayer de développer des parties du produit qui vont permettre de débloquer cette valeur. Et on va essayer de collaborer toutes les semaines dessus sur de la donnée réelle avec vos experts. Et voilà. Et rien déjà parti dans le playbook là. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier niveau de traction du marché qu'on mesure. Si les clients sont tellement intéressés par ce qu'on fait qu'ils disent ouais, on veut le construire avec vous. Donc je reprends sur le cas où vous tuez un produit. Tout ça, ça prend un peu de temps, ce que tu viens de décrire. 2 mois. Ça se fait en 2 mois, ça. Le but, c'est 2-3 mois maximum. En 2 mois. Exactement. Et au bout des 2 mois, qu'est-ce qui vous fait vous dire, là, on n'y va pas, typiquement ? On a ce qui s'appelle, je vais reparler, déborder un peu sur le playbook. Ouais. On va y aller juste après. Hein. L'aspect très standard des startup studios, c'est les stage gate process, ils appellent ça. Okay. Ça consiste à dire, pour lancer une startup, une des erreurs à ne pas faire, c'est faire des activités d'une boîte plus mature trop tôt. Okay. Je donne le cliché, je vais commencer à faire du marketing alors que j'ai pas de produit, j'ai pas de problème viable. Le stage gate process, c'est on a des phases qui sont délimitées par des portes, les gates, et c'est interdiction de réaliser des activités de la phase suivante tant qu'on n'a pas passé ces portes. Ok, je comprends. La première porte, c'est d'avoir ses premiers co-constructeurs sur une proposition de valeur différenciante. D'accord. Nous, on a ce qui s'appelle des gate meetings, qui sont des sortes de mini-comités d'investissement, mais pour des boîtes très early stage, toutes les 4-6 semaines, qui permettent d'évaluer l'avancement et de valider l'attraction du marché. Si on ne passe pas ces gate meetings dans le temps défini, on tue la boîte. D'accord. Et donc là, sur les quelques projets qui ont été arrêtés, c'est qu'en fait, vous n'arriviez pas à avoir des co-constructeurs officiellement. Et c'est quoi ? Ils vous donnent un email, c'est comment ça se passe Alors tout simplement, on n'arrive pas à avoir exactement l'email, l'accord pour lancer ça. Parfois, on considère que la proposition de valeur n'est pas assez différenciante. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, on arrivera à avoir 3-4 clients, mais on pense que ça ne vaut pas le coup. Et je donne une petite anecdote, c'est un grand nombre de projets qu'on a fait. J'ai un grand nombre, facile, 4-5. On a tué l'idée avec les fondateurs, fondatrices historiques, mais on a gardé l'équipe. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand tu valides les fondateurs sur une idée qui ne marche pas, si tu arrives sur un marché prometteur, c'est hyper prédicteur de succès. Parce que si tu valides l'équipe sur un sujet de merde, quand tu vas arriver sur un bon sujet, tu as des gens très rodés, le couteau entre les dents. Faut qu'ils aient le fit par contre avec le projet, j'imagine. Exactement. Ça dépend des gens, mais il y a des gens qui vont être très passionnés par un sujet. Exactement. D'autres qui sont plutôt là parce que, je sais pas, ils veulent une aventure avec une personne. Il y a d'autres motivations, on va pas toutes les faire, mais c'est vrai qu'il faut quand même le fit avec le projet. Après, c'est vrai que si vous êtes déjà très verticalisé sur l'industrie et que les gens, globalement, viennent pour craquer des sujets dans cet écosystème, j'imagine que c'est plus facile de les motiver, enfin de les sentir sur un autre projet. Quoi. Et au-delà de ça, en fait, on prend 25% des boîtes, donc on se considère de facto comme cofondateur. À partir de là, on se dit un cofondateur ne va pas laisser sa boîte aller dans le mur. On va avoir les discussions difficiles. 25% d'equity, tu dis. Hein, exactement. Et donc, en fait, aujourd'hui, les fondateurs, fondatrices, ils se disent, aujourd'hui, j'ai un ESS qui m'empêche d'aller sur le mauvais sujet, alors que je suis en train de donner une énergie de dingue pour créer une boîte. Ok. Bon, partons sur le playbook. De toute façon, on a déjà bien commencé. On va partir du tout début, quoi, de l'idée jusqu'à comment vous l'amenez, comment tu l'as amené, par exemple, à devenir une fabrique, puisque c'est l'exemple qu'on a cité en intro. Comment ça se passe alors déjà l'idée, tout début, donc toi tu es opérationnel chez OSS, tu vas aider, tu vas être le bras droit, j'imagine, d'OSS, mais aussi des fondateurs pour créer ce produit. Quel est ton rôle là-dedans et comment ça démarre ? Alors aujourd'hui, plus qu'une idée, on part de catégories, ou ce qu'on appelle des spaces, des sujets. Je donne quelques exemples qu'on a eu en 2025, les achats, la gestion des prix, le design avec des matériaux avancés. On va partir de sujets où on se dit, on sait que ça touche 80% de notre marché. Okay. Et pour lesquels on a déjà des partenaires qui nous ont dit, ce sujet-là, il est important pour moi. À partir de là, ça va être, je vais dire, la beauté du process, de transformer ces sujets et ces insights de base
d'industriels qui nous disent ça tue mon temps, mon time to market, c'est compliqué, il y a beaucoup de ressaisies, je pense qu'on peut mettre de l'intelligence dessus. On va avoir une première phase de 2-3 mois qui va consister à comprendre très profondément son marché, à définir une vision produit, une proposition de valeur différenciante qui permet d'onboarder 3 co-constructeurs. Quelques chiffres, on veut interroger entre 40 et 50 clients pour lesquels on arrive à valider nos hypothèses, au moins d'un point de vue théorique, c'est-à-dire on se dit tout le monde n'est pas prêt à y aller dans les 2 mois, mais on a des signaux forts de valeur. Deuxièmement, la proposition de valeur différenciante, on parle beaucoup de unique insight. Alors désolé pour les anglicismes, et c'est très qualitatif. C'est-à-dire que on a tout simplement tous les lundis, on revoit tout ce que les clients nous ont dit la semaine dernière, tout ce que les études tech, tout ce que les études technico-métiers nous disent, et on va essayer d'aller chercher des signaux forts. Ce que j'appelle un signal fort, c'est si j'en parle à mon CEO qui a une expérience de dingue dessus, est-ce que je lui apprends quelque chose ? Est-ce qu'il se dit, j'aurais pu l'intuiter ? Ça, on considère qu'il y a 3-4 vérités marquantes qui sont les fondations de toute boîte. Ok. Sur Fabrique, tu as un exemple, tu t'en souviens ? Ouais, c'est donc Fabrique, on parle de pilotage de performance, d'optimisation de l'efficacité de l'atelier. Il y a un des modules assez forts qu'on appelle le Problem Solving Management. C'est l'équivalent du Scrum ou de l'Agile dans la tech. Évidemment, on parle de Lean Startup, de Lean Méthodologie, tout ça, ça vient du Lean Manufacturing. Ouais. Dans Lean Manufacturing, il y a un principe très fort, c'est tous les matins, on se réunit pour parler des problèmes de la veille et identifier les écarts de performance et les solutions à mettre en place. Concrètement, on a sur chaque périmètre de l'usine une petite réunion de 15 minutes, on revoit ça. Ensuite, tous les petits périmètres se réunissent en un plus gros avec les managers. Et ensuite, il y a la même réunion au niveau de la direction. On a passé 6 semaines à se balader dans des usines en France pour étudier ces réunions-là. Et on voyait que c'était du savoir-faire noté sur les mains pour se dire qu'est-ce que je dois régler sur ma machine aujourd'hui, l'indicateur à corriger sur une feuille de papier volante, les passages de consignes de performance qui étaient du bouche à oreille d'une réunion à l'autre. Ça, on s'est dit, d'accord, là, il y a et des problèmes parfois qui restent. Quand on regardait des problèmes écrits sur des tableaux Velleda, on voyait certains qui dataient de 3 mois. Et le problème en question concernait la machine la plus importante de l'usine. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça ? Aussi bien les équipes que la performance de la boîte. J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Et juste là-dessus, et je vais sortir un peu de l'Unique Insight, il y a aussi beaucoup de secteurs où effectivement on détecte des problèmes avec notre regard tech, où on se dit que tout est améliorable, etc. Il y a aussi des secteurs qui n'ont pas envie de bouger, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de rester au tableau Velleda et à l'écriture sur la main. Comment t'évalues si ces personnes-là, ça va vraiment les aider ? Et s'ils ont envie d'adopter le truc, parce que je veux dire, quelqu'un qui bosse dans une usine, objectivement, il s'en moque un peu, quoi. J'adore. Non, mais c'est vrai. J'adore la question. La réponse va pas être très structurée. Ouais, non, mais c'est pas facile. Tente. Je donne quelques exemples. Moi, il y en a que j'adore. J'ai participé personnellement. Moi, c'était au tout début d'OSS. J'assistais les fondateurs de Fabrique. On a lancé 3 pilotes dans 3 usines. Ouais. On a eu une différence d'appréciation énorme. On a une usine qui utilisait le prototype tous les jours. Donc, beaucoup de profils assez jeunes, pour le coup, donc plus adeptes, on va dire, de la technologie. Des super retours de l'usage sur un prototype Airtable à l'époque. Une autre usine où je me battais. Mais comme j'avais l'oreille du directeur d'usine, il forçait les équipes à le faire. Je changeais d'équipe pour aller voir les plus jeunes. Je prenais le train tous les matins pour vérifier que les gens faisaient leur réunion à 7h30. Donc déjà, c'est normal de voir que tu as une diversité de maturité de base. Donc en fait, il faut aller trouver les fameux early adopters. Ouais, bien sûr. Deuxièmement, en fait, en regardant l'usage.
Tout simplement, on a shooté quelque chose, on a vu ce qui prenait pas. Et derrière, on a essayé de faire l'amélioration continue dessus. Ouais. Et je donne un dernier exemple, c'est aussi convaincre sur la vision et ce qu'on essaye d'accomplir. L'usine la plus mature qui utilisait le produit tous les jours, quand on a sorti la première version, je me souviens à l'époque, c'est Octave qui faisait le produit et qui codait. Ouais. On a certains utilisateurs qui étaient tellement contents de cette première version qui nous ont dit « Putain, en plus, votre prototype, il était quand même merdique, quoi. » On l'utilisait parce qu'on voyait exactement la direction dans laquelle vous alliez, et ça apportait déjà de la valeur. Mais reconnaissons-le, c'était de la grosse merde. Pourri, quoi. Ouais. Et j'ai adoré aussi cette sincérité. L'autre point, moi, que j'adore dans le monde industriel, les gens sont hyper sincères et directs. Ils sont francs. Je donne un autre exemple, c'est parfois on va étudier des sujets, on va essayer de faire de la recherche client, générer des idées, avoir un niveau de validation. Les gens vont nous dire, non, c'est de la merde, ça. Là, tu fais du zèle. Là, Et donc, en fait, cette sincérité, et derrière, ils vont dire, mais par contre, j'aime bien ton cheminement. Est-ce que tu veux pas qu'on refasse une session la semaine prochaine ? Et donc ça, c'est hyper fort de se dire, on se trompe sur l'idée, mais les gens vont nous dire, reviens la semaine prochaine avec une nouvelle proposition, avec on faisait parfois le fameux Customer Journey en design, on essayait avec les équipes de l'usine de dire, viens, on va essayer de comprendre tes points d'inefficacité, tes opportunités pour aller débloquer de la valeur, et c'est une collaboration assez forte. Ok. Donc on revient au Unique Insight, ça c'est ce qui vous aide à vous faire des convictions, à construire, à initier une idée qui va permettre aux fondateurs et à la boîte globalement d'exister après. Donc une fois que vous avez ces insights, tu disais c'est le lundi, là, quand tu bosses le lundi sur ça, et tu te refais un peu en revue tous les retours utilisateurs, les études de marché, etc. Qu'est-ce qui sort ensuite de ça ? Qu'est-ce que tu en fais de ça ? La partie Unique Insight, c'est le début, c'est la partie... On aime bien dire, la recherche, ça permet d'informer la prise de décision produit. Donc, en fait, le but, c'est d'être assez factuel et de regarder les signaux forts. À partir de là, nous, on parle beaucoup de what is et what if. What is, c'est OK, quels sont les éléments forts sur lesquels on peut s'appuyer. What if, c'est comment est-ce qu'on peut en tirer parti pour créer une proposition de valeur différenciante. Nous, on a un standard qu'on appelle le one-pager, c'est notre narration produit, où on essaye, à partir de ces insights très forts, à cadrer notre définition du problème, notre proposition de la valeur qu'on veut délivrer et des hypothèses produits qu'on veut faire. D'accord. Ça, c'est un process hebdomadaire. On se dit que ces 2-3 premiers mois, l'objectif, c'est d'être le plus profond dans la recherche, d'aller chercher ces signes, ces insights avec un fort niveau de précision et de générer un maximum de propositions clivantes pour le marché. Okay. Donc ces fameux one-pager, ça va être de se dire, voilà, on va proposer cette proposition de valeur, on va la tester peut-être auprès d'un décideur, peut-être qu'il faut avoir un élément de validation tech, peut-être qu'il faut aller l'observer dans l'usine, et ça, il faut le répéter constamment. Okay. Donc tu le répètes auprès de qui dans l'usine ? Ça dépend en fait de la priorité de l'itération. Okay. C'est-à-dire que l'itération, qu'est-ce que ça n'est pas ? Moi, j'aime bien dire à des entrepreneurs, des startups qui parlent à leurs clients, enfin maintenant, c'est toutes les boîtes parlent à leurs clients. Ouais. La question, c'est comment est-ce qu'on va le faire de manière très intentionnelle ? Comment est-ce qu'on va aller générer... Donc, par exemple, c'est de se dire, dans mon modèle, quel est le plus gros risque ou la plus grosse opportunité ? Si je la valide, ça me fait faire un bond en avant sur la validation de mon modèle. Ou au contraire, je peux tuer la direction très rapidement. Okay. Cette précision dans l'objectif, elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de définir qu'est-ce qu'on veut tester, auprès de qui et comment. Okay. Et je donne un exemple, c'est aujourd'hui, une boîte qui n'avance pas, c'est une boîte qui va parler à ses clients n'importe comment pendant des semaines, alors qu'une boîte très forte, c'est une qui est très précise, qui va dire en 3 semaines, toutes les semaines, on se fait 5 à 10 clients avec une rigueur, une intensité sur ce qu'on teste très très forte. Et là-dessus, ça va générer un niveau de signal beaucoup plus fort de la part des clients. Les fondeurs sont arrivés au moment où vous faites ça ? Tu fais ça avec les fondateurs ? On démarre avec une personne à ce moment-là. Okay, quel profil ? Peu importe ? Peu importe. Pas forcément CTO, CEO. Exactement. On a évidemment le souvent fondateur business, fondateur technique. Ouais. Aujourd'hui, on va beaucoup vérifier le fit avec le projet. Ouais. Si on va plus privilégier quelqu'un qui a fait de la vente complexe sur du produit enterprise. Ouais. En fonction de la tech, on va regarder évidemment les profils. Et puis tout simplement, moi, comment ça se passe ?
entrepreneurs, entrepreneuses ont fini le processus de recrutement. Je dis littéralement, si déjà on a envie de bosser ensemble, c'est une super nouvelle. Ouais. On s'ouvre les sujets et on s'ouvre le calendrier pour dire qu'est-ce qu'on lance quand. Un lancement, comment ça se passe? On dit peut-être qu'on démarre lundi prochain. Tu vas arriver au bureau, tu auras déjà la boîte, même si c'est une start-up, physiquement, on aura un bureau, tu auras tes coéquipiers OSS. Ok. Donc, tous les matins, et dès le début, on se dit, sur le sujet, on lance la première itération. Premier one-pager, qu'est-ce qu'on connaît pas sur le marché, qu'est-ce qu'on veut atteindre au bout d'une semaine, et on essaye de lancer ce process un peu militaire, parler à des clients, raffiner la proposition de valeur. Et en fait, on est sur un bureau de 2 ou 3 personnes, on se parle tous les jours, il y a le niveau de micro-interaction. Ouais. L'objectif, c'est qu'en 3 jours, on ait l'impression que ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. Ouais. Là, tu disais tout à l'heure, tu nous as expliqué un petit peu le concept de Unique Insight, etc., et de vos convictions. Ça, c'est un truc que les fondateurs, il faut qu'ils soient là, en fait. Exactement. Donc, tu commences à le faire avec eux, tu commences pas avant eux. C'est ça. Exactement. Je veux dire, tu parlais de gate au début, de porte à passer. Tu commences ce travail d'itération même si vous n'avez pas encore les fondateurs? Ou c'est impératif de les avoir avec toi? Parce que j'imagine qu'ils perdent... C'est exactement. En fait, comme tu le dis, ce qui est très intéressant, c'est que tu veux investir dans une organisation, un succès futur. Ouais. Là-dedans, tu peux dire, tu as le produit, le marché, tu as évidemment l'équipe qui est le point le plus important. Ouais. S'assurer que l'équipe va avoir ce muscle produit, ce muscle product market fit, de se dire, mais quels sont les nouveaux risques, les nouvelles opportunités qui se passent sur mon marché, comment je fais un nouveau bond en avant, à quel unique insight je fais attention. En fait, le fait de le faire ensemble dès le début, c'est s'assurer qu'on crée aussi ce muscle ensemble et donc qu'on saura le réutiliser dans 12, 18, 24 mois pour continuer d'augmenter. C'est jamais fini. Moi, j'adore les fondateurs ou fondatrices. T'as un succès apparent, t'as pas mal de clients, le produit a l'air très cool, mais ils disent non, je suis au début de mon product market fit. Je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses à aller chercher et je continue de me poser 1000 questions et d'avoir ce côté paranoïaque presque. Ah, et c'est souvent très vrai parce que tu vas lancer des nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités toute ta vie en fait. Exactement. Donc, combien de temps ça se passe? Donc là, tu parlais d'un rythme qui est assez serré à la semaine, etc. C'est quoi la prochaine étape une fois que tu as fait ça? Et donc, du coup, combien de temps dure cette étape? Cette étape, elle dure en moyenne entre 2 et 3 mois. Okay. Et à partir de là, on commence à avoir ces fameux co-constructeurs. On pense avoir exactement en tête ce qu'on veut lancer. On se dit, mais évidemment, c'est ça la définition du problème, c'est ça la valeur qu'on veut délivrer, le produit doit ressembler à peu près à ça. On a quelques mock-ups, on a 4-5 bullet points avec les grandes fonctionnalités qu'on veut lancer. Et là, on commence la co-construction avec les clients. Moi, j'aime bien dire, là, on arrive dans la phase 2. Il n'y a pas de code pour l'instant, pardon. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. Il n'y a pas de code. Parfois, on peut faire un peu de code pour juste s'assurer de la faisabilité technique de quelques éléments. Vérifier les trucs qui semblent être des verrous techniques, peut-être. Exactement. Et donc là, on passe dans la phase 2. La première phase, c'est un peu avoir le bon rêve, le valider avec le client. La phase 2, c'est le faire atterrir. Toujours qu'un seul fondeur, là, potentiellement pas forcément les deux. Exactement. Souvent, on a une première personne qui arrive dans la première phase, une deuxième dans la phase 2. Ok. Et c'est pas, tu parlais tout à l'heure du muscle que vous créez avec ces convictions, etc. Ce regard marché, il n'y a pas un risque que le deuxième ou la deuxième fondatrice débarque à la phase 2 où justement il n'a pas participé à la construction de ce muscle? C'est un très bon point. En fait, il y est toujours dans la phase 2. Et en fait, c'est la phase 2, on va sortir le MVP ou la première version du produit. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment encore plus que le muscle, ça va être l'organisation produit qui va s'organiser entre les deux personnes. Encore une fois, je tombe dans le cliché, des équipes où on a un fondateur qui est excellent vendeur et un fondateur ou une fondatrice qui est la meilleure personne en tech. Il y en a beaucoup. Dès qu'on a un niveau de synchronisation très fort, il y en a moins. Et typiquement, l'idée, ça va être de créer ce muscle-là. Je donne quelques exemples. On commence avec un fondeur en business. On va se dire, tiens, quel est le profil tech qui amènerait le regard complémentaire? Le but, c'est pas de recruter un lead tech, donc quelqu'un qui est bon à écrire du code. C'est quelqu'un qui va être bon à apporter quelque chose à la boîte, à apporter quelque chose au modèle, à bien collaborer avec l'équipe. C'est aussi très vrai sur la partie business. Je peux donner un exemple très concret. Je salue évidemment Mathias de Cognix. Mathias est arrivé. On avait un premier début de produit. On était dans cette partie construction. Il est arrivé
et il a mis un accent tellement fort sur la valeur qui nous a permis d'emmener le produit dans la bonne direction. Ok, cool. La phase 2, tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, la phase 2, donc le but, c'est à travers ce début de co-construction, faire atterrir le produit chez ces 3 partenaires, d'avoir 3 clients chez qui on a un produit qui tourne. C'est des pilotes, c'est quoi ? C'est des POC ? Ou c'est déjà du récurrent ? Non, c'est du récurrent. Le but, c'est signer des contrats sur des produits qui tournent, qui délivrent de la valeur et pour lesquels les utilisateurs sont super contents. On arrive à avoir des critères clés de succès, niveau de satisfaction ou performance délivrée, et un contrat suffisamment significatif. Okay. Généralement, l'objectif, c'est d'arriver entre 50 et 100 000 euros. En combien de temps ? Phase 2 ? En 6 mois. Alors 6 mois depuis le début, donc 3-4 mois. Ok, sur la phase 1, 2 mois et 2-3 mois, tu disais. Exactement. Ok, donc essayer d'aller chercher 50 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est que ça dépend, c'est du MRR ou de l'ARR, j'imagine, ça dépend. C'est ARR. Souvent de l'ARR sur l'entreprise, ouais. Donc, et sur un tout premier, sur un petit périmètre, avec des unit economics qui font sens. Donc, en fait, on se dit, si déjà sur la première version assez dépouillée, on arrive à avoir un signal de valeur assez fort, évidemment, on ne shoot pas à l'aveugle. C'est pas on fait un produit et puis à la fin, on se dit vous êtes prêt à payer combien pour ? C'est on va étudier, on va dans la construction du produit essayer d'aller taper des indicateurs du PNL. Okay. Et de se dire si on arrive à aller taper des indicateurs qui délivrent suffisamment de valeur au client, alors derrière, on arrivera à avoir une masse de pricing suffisante. Et le but, c'est vraiment un partenariat au succès avec les premiers clients. C'est-à-dire on est transparent avec les clients, on dit, en fait, le but, c'est pas de vous assassiner, mais c'est de comprendre la valeur qu'on délivre. Parce que si aujourd'hui, sur les premiers clients, la valeur, c'est quelques centaines d'euros, en fait, on va fermer la boîte dans 6 mois. Donc, en fait, ça sert à rien d'essayer de vous prendre du temps à développer le produit avec vous. Ouais, je comprends. Et vous partez sur un pricing qui est un peu standard pour tous les produits ou ça dépend du marché ? Ça dépend toujours du marché, de la valeur délivrée. C'est hyper... La notion de pricing, pour moi, elle prend plusieurs années. C'est à nouveau un premier signal. Un premier signal de valeur forte, un droit d'entrée. Voilà. Ok. Et phase 2, vous avez déjà commencé à... Je veux dire, vous êtes déjà public, vous vous en parlez, ou vous êtes encore dans une phase où vous êtes encore un peu en tunnel avec quelques clients On est en tunnel avec Il n'y a pas de site live, si, il y a peut-être un domaine quand même. Parfois, il y a un site live parce que, en fait, en parallèle, quand on sent... Ça, c'est tout le pilotage assez fin. C'est... En fait, quand on passe ses premiers clients, on commence à avoir un début de modèle. Ouais. Et là, tout s'accélère. On va vouloir se dire, OK, on commence à comprendre la valeur qu'on délivre. On va pouvoir travailler la fameuse ICP pour se dire, maintenant qu'on a 3-4 clients, qu'on commence à avoir des vitrines, c'est très important. Comment est-ce qu'on arrive à définir les clients, le client idéal pour les 10-20 prochains ? On a besoin d'une équipe, on commence à avoir une roadmap en produit un peu plus clair. Donc là, on veut recruter, on veut accélérer le commercial, on veut accélérer le déploiement, on veut accélérer le développement logiciel. Donc on a besoin de peut-être lever, recruter suffisamment tôt. Et en fait, juste avant, on commence déjà à mettre des clients. Okay. C'est-à-dire qu'en plus, tu parlais de ce fameux cycle de vente qui peut parfois prendre quelques mois. En fait, c'est sain, en parallèle des co-constructeurs, de toujours vérifier sa proposition de valeur auprès d'autres clients du marché. Ouais. Et parfois, en fait, tu te rends compte que tu vas en trouver un 4e ou un 5e qui perçoivent encore plus ce que tu veux faire. Et donc, en fait, tu vas accélérer avec eux. Okay. Ou eux vont t'amener le niveau d'insight qu'il te fallait pour satisfaire les premiers. Voilà. Bon, il y a toujours un track vraiment client, marché, produit. Et ça ressemble à quoi dans l'orgasme ? Donc, tu disais phase 2, parfois le deuxième cofondateur ou la deuxième va débarquer. Ça ressemble à quoi l'orga avec vous et les 2 fondeurs qui d'abord apprennent à se connaître parce que c'est tout récent. Complètement. Et ensuite, c'est quoi les rituels mis en place pour construire ce produit et co-construire avec les co-constructeurs ? Totalement. Donc là, l'équipe typique à ce stade-là, on va être environ 4-5 personnes. Ok. Tu te comptes dedans là ? Ça dépend. Okay. En fait, j'ai un double rôle où parfois, moi, je suis à la fois lead sur le projet, mais aussi un peu transverse. Ok. L'exemple typique, en fait, on a des experts chez OSS, notamment CEO, acting CPO, CTO, CRO, qui sont satellites sur les différents projets. Moi aussi, je suis satellite sur les différents projets. Et on a les squads, c'est-à-dire les personnes qui travaillent à quasi temps plein avec les équipes fondatrices. Ouais. Donc, design, tech, PM,
et plus tard, go-to-market, revenu architecte. Ok. Et eux deux, du coup, en binôme, comment ils bossent? Est-ce que vous gardez, je sais que la phase 1, c'est encore documenté à la semaine. C'est la même chose. Pareil. C'est la même chose, mais en fait, on va arriver dans un niveau de précision un peu plus fort. Là, il y a un point très important pour... on parlait des unique insights, de la vision produit différenciante sur la phase 1. Là, on va vouloir travailler des concepts produits très forts. C'est-à-dire quel est le jeu de Lego minimal, très simple, donc un nombre d'objets, on va dire, très réduit, mais qui permet de délivrer beaucoup de cas d'usage d'un coup. En fait, ce point-là, c'est pareil, c'est plusieurs semaines et mois. Et donc, en fait, le niveau d'itération, il va beaucoup porter là-dessus, à ce moment-là. Ok. Tu disais au tout début que vous aviez des partenaires qui sont référencés, avec qui vous bossez depuis plusieurs années, et puis ils vous voient un petit peu comme presque des consultants experts qui vont les aider aussi à résoudre des problèmes en interne. La phase 2, elle est concentrée encore sur ces partenaires, ou vous commencez à ouvrir aussi à des potentiels prospects qui font pas partie de votre pool de... Dès le début, on fait les deux. Ah ok, dès le début, Dès le début, on fait les deux pour ne surtout pas surindexer sur nos partenaires et nos amis. Ouais, je comprends. Ok. Et donc, sortie de la phase 2, il se passe quoi derrière? Sortie de la phase 2, on arrive dans la phase 3. Donc phase 2, on a du chiffre d'affaires, etc., on l'a dit. Exactement. Moi, j'aime bien dire c'est les débuts du product market fit. C'est-à-dire, tu as mis un pied dans la porte, tu montres que tu peux jouer, que tu délivres beaucoup de valeur, que tu as une vision différenciante. Ouais. Là, ça va être beaucoup la partie go-to-market qui va reprendre la main. D'accord. Le but, c'est de passer de 3 à 10 clients. Il y a un double enjeu là-dessus. C'est pas d'avoir 10 clients, c'est de comprendre comment avoir le bon niveau de répétabilité avec le bon segment qui voit le plus la valeur. Donc, c'est-à-dire, on y est allé vraiment à la main et à la force des bras sur la phase 2. La phase 3, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un segment et une proposition de valeur très fort qui assure là le début du business plan. Ok. C'est quoi le secret là-dessus pour répéter? Et bien là, on va aller à nouveau sur un niveau d'itération très très fort. On parlait de one-pager produit, là ça peut être à travers du cold call, ça peut être à travers des discovery clients, ça peut être à travers la présentation de sa V1 produit et de comprendre quelle est la V2 qui serait nécessaire. Je peux en donner un exemple. Moi, ce que j'ai adoré aussi, là, je pense, on parlait de fabrique, c'est j'ai travaillé sur les 3 premiers clients. Les 3 premiers clients co-constructeurs ont donné lieu rapidement à des contrats groupes, donc à plusieurs déploiements. Qui sont étendus en interne, ouais. Exactement. Et en fait, en interne, tu fais face, il te manque tout le temps des fonctionnalités, etc. Moi, j'ai adoré, je me suis presque fait insulter parfois par des clients qui disaient « mais le produit, il est nul, pourquoi il manque ça, il manque ça, il manque ça ?» Moi, je me disais « bon, bah mince, je peux pas onboarder ce client la semaine prochaine. » Et là, je me souviens, c'était un directeur qui me dit « bon, bah Léo, tu viens dans mon usine la semaine prochaine et je t'explique, moi, avec mes Excel, comment je fais pour que tu puisses faire en sorte que l'équipe le lance dans son produit. » Et donc, c'est hyper intéressant de voir que tu vas avoir un profil de client pour qui la proposition de valeur va résonner beaucoup plus fort. Et ce profil de client, encore une fois, ils ont des critères, c'est pas des critères d'industrie, pas des critères démographiques, de taille de boîte, etc. C'est des critères comportementaux. Je donne un exemple, c'est tu développes un outil de passage du design vers la fabrication, ça peut servir plein d'usines, mais quand tu as des usines qui viennent de signer plein de contrats avec, par exemple, un fabricant automobile chinois qui se dit on va crouler sur les projets et on doit diviser par 2 notre time to market dans les 6 prochains mois et on ne sait pas comment faire parce qu'en 20 ans, on ne l'a pas fait, tu as ce fameux événement déclencheur qui te dit voilà. Et là, tu peux te dire quels sont tous les clients en fait, qui ressemblent à celui-ci et qui ont besoin de ton produit le plus vite possible. Mais comment tu fais pour savoir ça? Parce que en fait, tu le vois pas publiquement. On va de nouveau recherche client, test, call calling, approche de vente, discovery et itération. Et donc, tu utilises quoi, les références clients que vous avez déjà signées pour faire mouche? Parce que j'imagine que, pareil, un industriel, je sais pas qui sont vos interlocuteurs, ça dépend évidemment de fabrique ou de la boîte que vous lancez, mais ça va être souvent des directeurs d'usine peut-être, ou j'imagine... Exactement, directeur d'usine, directeur opérationnel, directeur produit, CEO. Là, en fait, on est tout le temps dans une démarche commerciale, en fait. En fait, on va juste augmenter le niveau de validation, c'est-à-dire que là, à ce stade-là, on va plus vendre une co-construction ou accepter un cycle de décision long. On va être beaucoup plus tranchant, mais aussi on aura, étant donné que le produit est déjà beaucoup plus tangible, ce nouveau segment va pouvoir plus se projeter. Je reparle des phases où on se disait il y a des portes qui délimitent ça. C'est qu'en fait, ce travail, on ne pouvait pas le faire dans la phase 2.
on n'avait pas assez de concret, on n'avait pas assez de vitrine, on n'avait pas assez de recul, nous, pour avoir ne serait-ce que le bon niveau de discours pour amener ça. Et voilà. Ok, il y a une phase après la 3 ? Exact. Donc, fin de phase 3, on a réussi à définir ce premier segment et à montrer l'acquisition des clients. Donc, on arrive à une dizaine, quinzaine de clients. Ok. Et là, l'idée, c'est maintenant accélérer. C'est-à-dire qu'on a eu les 10 premiers clients d'un segment qui marchait bien. Bah là, on veut accélérer sur ce segment. Et puis derrière, c'est avoir cette méthodologie pour non seulement accélérer sur son segment, mais continuer à définir les segments suivants et les go-to-market suivants. Et voilà. Et vous restez là dans ce cas où ils commencent à être autonomes Autonomes. En fait, ils commencent à être autonomes à fin de phase 2. Ouais. Et nous, en fait, ça serait plus de se dire quels sont les éléments du modèle qu'on doit encore co-construire ensemble. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est très récemment, il y a moins de 2 ans, nos boîtes nous disaient on n'a plus envie de quitter les locaux OSS. Ok. Parce que même quand vous ne travaillez pas ensemble, on sort d'un rendez-vous client, de 3 rendez-vous clients avec des signaux forts. Le fait de pouvoir en parler aux 2 personnes OSS, de déclencher un rendez-vous, une réunion de travail de 30 minutes, ça peut nous faire encore accélérer là-dessus. Ils n'ont pas voulu t'embarquer à un moment, une des boîtes Si. Si, pas mal. Mais après, c'est intéressant. Moi, le côté studio, je suis studio depuis le début, la richesse de sujets, la richesse de... Mais j'imagine. Souvent, et c'est pas vrai que pour moi, évidemment. Ok, donc en gros, phase 3, ils commencent à partir, ils sont autonomes. Il se passe quoi pour ensuite? Il y a des choses que vous leur conseillez ou maintenant après, je veux dire, voilà, c'est aussi aux fondateurs de faire leur vie de fondeur et j'imagine que vous êtes là en temps de, j'imagine, d'appel consultatif ou autre. Si besoin. C'est un très très bon point. Évidemment, il y a les boards, il y a le suivi au board classique. C'est tous les combien de temps ça? C'est tous les 2 mois à peu près. Donc avec les autres, souvent il y a des co-investisseurs. Ouais. Ce qui est très important, c'est l'ambition. Je ne dis pas qu'on réussit. OSS veut être un acteur à la fois builder et financier. Côté financier va amener une rigueur, un recul très fort au côté foufou de construction. Le but du builder dans des phases plus avancées, c'est de dire comment est-ce qu'on devient de bons operating partners. C'est-à-dire que le but, ça va être de délivrer de la valeur en board, mais aussi en dehors, parce qu'on parle au même client, parce qu'on continue de créer des produits. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de se dire, évidemment, il y a la vague IA. Donc, toutes nos boîtes les plus anciennes se posent la question et sont en train de développer leur roadmap IA. Nous, comment est-ce qu'OSS, on peut rester pertinent ? Parce qu'on continue tout simplement de faire 4 produits par an, de se poser ces questions sur l'IA, de développer des choses. Ce qu'on a adoré, c'est on a certaines boîtes, parfois, qui nous appellent en amont d'un board ou 6 mois avant la fin de l'année et qui disent « Je pense que mon BP est à risque. Je pense que j'ai découvert quelque chose sur mon marché que je n'avais pas vu avant qui nécessite une refonte d'une partie du produit. J'ai un plan pour le faire, mais j'aimerais bien en parler avec telle et telle personne de OSS parce que je pense qu'ils peuvent m'aider. » Et là, par exemple, notre CTO, il vient, il se dit « Génial, on va regarder la partie du data model qui est concernée, travailler ensemble. » Et en fait, de se dire si on arrive à créer cette collaboration, c'est hyper fort. Et le fait d'avoir lancé les boîtes au démarrage ensemble, on crée aussi ce lien, ce lien humain, ce lien professionnel, qui se dit, en fait, tout simplement, on travaille bien ensemble, et de se dire, faire des sessions produits. Moi, je dis souvent, on demande aux entrepreneurs, si je peux t'aider, tu m'envoies les 5 derniers appels clients que tu as fait, les vidéos, tu m'envoies tes hypothèses. Moi, je travaille dessus, je raffine des choses, et je viens préparer à une réunion de travail dans 2 jours. Ok. Toi, en tant que product, tu vas aider les boîtes après à former leur product, par exemple, à les onboarder quand elles grossissent assez et qu'elles veulent embaucher des PM? Pas assez. Pas assez. T'aimerais plus, ouais. J'aimerais plus, la boîte aimerait plus. On aimerait. L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait accompagner le produit sur 5-10 ans. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai une expertise, on va dire. C'est pas le même métier aussi. C'est exactement. Aujourd'hui, moi, j'accompagne avec beaucoup d'humilité sur quelques conseils avancés, souvent sur des gros pivots ou des améliorations de product market fit. Okay. On a eu des feedbacks fondateurs, fondatrices qui nous disent on sait comment c'est le côté OSS early stage, ça va être on remet des coups de volant tout le temps parce que, encore une fois, ce côté itération à la semaine. Mais en fait, on voit que parfois, il faut réactiver ce mode-là. En fait, parfois au bout de 2 ans, parfois au bout de 4 ans. Et donc, c'est intéressant de se dire, nous, c'est notre quotidien. On n'a pas à le réactiver, le mode, c'est notre mode par défaut. Il y a pour ça. Okay. Et voilà. Tu as parlé d'IA à l'instant. Est-ce qu'il y a des constats que tu fais, des choses dans ce secteur-là, sur l'IA, là, qui, ça peut être soit dans la façon de construire vos boîtes, et donc d'utiliser ces technos, soit simplement
ce que l'IA va changer dans ce secteur que tu vois venir ou sur lequel vous bossez là? Qu'est-ce qui est intéressant là-dessus à savoir? Je ne sais pas à quel point ma remarque va être forcément radicalement C'est nouvelle. tout nouveau tout ça, donc t'inquiète pas, y a pas de... Aujourd'hui déjà, le point de contrôle remonte. C'est-à-dire que là où avant on pouvait avoir des SaaS collaboratifs, on avait quelques SaaS avec des moteurs de règles qui s'appliquaient aux éléments d'exécution. On voit l'IA, ça va être vraiment le système qui définit le système. Donc on va avoir en fait le niveau d'abstraction remonte. Là où avant on pouvait se dire un logiciel ça permettait à une personne de faire le travail de 10, là c'est le fameux une personne fait le travail de 100. Ouais. Parce que je peux gérer des règles et l'IA peut elle-même repenser les niveaux de règles qu'il faut selon les contextes. Okay. Je vais essayer de trouver un exemple très concret. Je donne un autre exemple dans une autre industrie que j'aime beaucoup. C'est un produit dans le légal pour les avocats, Harvey.ai. Eux, ils font une IA pour aider controverser la boîte. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est essayer de comprendre un peu la réflexion qui va derrière. Ouais. Ça va être de se dire comment est-ce qu'ils vont essayer de capturer la manière de raisonner d'un avocat et comment cette manière de raisonner va évoluer dans le temps. Je donne un exemple dans l'industrie. Si on va penser machine, si on va penser formation, gestion de production, quelles sont les règles les règles tacites d'un manager de production où en fait, devant un contexte, ça va être j'ai des machines de prod, j'ai des indicateurs qui s'allument, j'ai des pas trop du micro, sinon on t'entend plus. J'ai des absents le matin. En fait, quelles sont les questions évidentes qui va se poser et comment est-ce qu'il va changer de question selon le contexte. Okay. Tout ça, en fait, comment est-ce qu'on peut le capturer pour l'augmenter avec l'IA. C'est ça qui va être très intéressant. Et donc, un exemple d'application très concrète, c'est de se dire, si j'ai 30 usines, comment j'arrive à augmenter le niveau de pilotage de 29 usines sur la base de la meilleure, en essayant de... Ou comme finalement les radiologues ou les chirurgiens. C'est prouvé que à 4 radiologues, le résultat de 4 radiologues qui se mettent d'accord ensemble est meilleur que le meilleur des radiologues. Là, ça va être aussi assez similaire. C'est de se dire, aujourd'hui, si tu prends les métiers du contrôle qualité, de la planification de supply chain, c'est tu prends des décisions par rapport à des choses. Aujourd'hui, comment l'IA va pouvoir aider ça, finalement, et compléter tous les experts qu'il y a dans les usines. Tu sens que c'est un secteur où les gens sont réceptifs et pas sceptiques? Énormément. Il y a beaucoup de scepticisme partout, je veux dire, mais... En fait, encore une fois, c'est là où ça va être très intéressant d'aller sur non pas sur des problèmes ou des opportunités de création de valeur, mais les problèmes prioritaires. Il y en a un qui est en fait assez facile dans l'industrie, c'est la difficulté à recruter. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un événement déclencheur, c'est j'ai une pénurie de talent, j'ai un expert, j'ai le budget pour en recruter 4, je ne peux pas le recruter. J'ai un expert, un ingénieur en process industriel qui court dans l'usine. On a des clients qui disent, lui, il pourra prendre du temps avec vous samedi et faire la recherche utilisateur samedi. Et il sera très content parce qu'il se dira, c'est peut-être la personne qui va m'offrir mon vendredi soir si leur produit marche. Ouais, je comprends. Hyper clair tout ça. Peut-être pour finir sur toute cette histoire que tu as eue pendant 6 ans avec des boîtes, c'est quoi les quelques grosses boîtes là, qui viennent d'OSS? Du coup, tu as parlé de Fabrique, c'est une des plus grosses aujourd'hui, les plus avancées. Oui. Grosse, ça ne veut pas dire forcément en termes de taille d'employés, peu importe. On s'en fout un peu. Fabrique, c'est une des plus grosses. Ouais. Mercatim également, j'imagine. Mercatim, elle suit exactement. Ouais. Tu as quoi d'autre comme exemple pour que les gens aillent voir si ça les intéresse? Kraft, Kraft, comment t'écris? K-R-2-A-F-T. ok. Exactement. On a Oplit, on a Mycy, MYC. Là, je l'ai fait dans l'ordre. C'est déjà pas mal. Bonks, B-O-N-X, hyper intéressant, Bonks. Ok, super. Un ERP. Un ERP, mais déployable en 2-3 semaines. Ok. No code, etc. Est-ce qu'il y a eu des échecs, des boîtes que tu pourrais évoquer? On parle beaucoup de succès et de ce qui marche. Mais... Oui, bien sûr. À nouveau, échec est un grand mot et c'est pas très grave, c'est juste. Si. Mais on adore. Je sais que tu m'as dit que t'adorais, mais le but n'est pas forcément de dire oh là là, ils sont tombés, mais est-ce qu'il y a des boîtes qui viennent en tête là et peut-être pourquoi ça n'a pas marché? Je vais en prendre 2-3. Bon, il y en a une, elle est assez personnelle, on va dire, parce que j'apprenais le métier produit dessus. Là, pour le coup, le fondateur a un peu payé ma juniorité, on va dire. On essayait de faire l'équivalent du data lake, mais dans l'outil. D'accord. Donc, en fait, de se dire aujourd'hui, est-ce que tu peux connecter toutes tes machines
et avoir ce champ de données pour aller créer de l'intelligence au-dessus. Aujourd'hui, on itérait très très mal. On a mal itéré sur les enjeux tech, on a mal itéré sur les enjeux design, et du coup, au tout début, la boîte a marché, s'est bien lancée, mais on a pris 6 mois de retard. Pourquoi vous itériez mal? Ça veut dire quoi, mal itéré? C'est-à-dire que, je donne un exemple, à ce moment-là, j'essayais de comprendre quelle était la proposition de valeur ou les besoins utilisateurs et d'itérer avec du design, alors que l'enjeu, c'était d'aller comprendre le protocole tech pour amener le bon niveau d'abstraction et de simplicité ensuite à l'utilisateur. Ouais, je comprends. Donc encore une fois, on s'était dit, c'est l'ordre de priorité de ce qu'on valide compte énormément. Ok. Un autre l'exemple assez important, on a essayé de lancer un projet dans la cybersécurité. Ok. Toujours dans l'industrie, je veux dire? Ouais, dans l'industrie. Ouais. Fait intéressant. Industrie, je crois, c'est l'industrie de fabrication, c'est la 3e industrie la plus ciblée. Après par les attaques exactement. Cyber. Après les banques et les organisations gouvernementales. Ouais. C'est hyper important, la cyber dans une usine, parce que c'est un milieu physique, donc dangereux pour les gens. Donc t'as pas envie que... c'est les robots qui s'emballent et que t'as les opérateurs à côté, c'est pas marrant. Le point qu'on a découvert sur ce projet, c'est que la cybersécurité, c'est un sujet quand tu t'es fait attaquer. Mais pas comme toutes les industries? Comme la plupart des industries, et quand tu te fais attaquer, tu prends le best in class, tu prends l'assurance et Microsoft. compagnie, quoi. Ouais. Alors, c'est gentil de le formuler aussi simplement. On a réussi à avoir des co-constructeurs, on a essayé à itérer, on a réussi à itérer, à avoir des choses. Ouais. Mais en fait, à la fin, c'était pas un sujet prioritaire. Ouais. C'est-à-dire, c'était un sujet de valeur, mais c'était pas le top 3, top 5 de l'année. Donc lui, on l'a fait. Ok, donc il y avait un marché en termes de taille, mais il n'y avait pas de réception de marché en tant que tel. En fait, le marché, il n'y avait pas de marché, on l'a lancé en 2022, il n'y avait pas de marché en 2022. Et vous avez vu des acteurs pourtant là-dessus qui cherchaient à le faire ou qui étaient déjà développés? Ou vraiment que les mégas. Ouais, que les mégas, du okay. Clarity, du Microsoft Defender. Peut-être qu'ils proposent cette offre en fait dans un package avec autre chose et ça passait, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant. Et peut-être, on avait prévu ça en prépa d'épisode pour finir. Est-ce qu'il y a peut-être une opinion ou deux que tu voudrais faire passer? À nouveau très large, donc soit ça peut être une opinion de secteur, ça peut être une opinion toi en tant qu'head of product sur la façon de construire du produit, peut-être sur de l'IA notamment. Il y a plein de gens qui cherchent à se créer des opinions en ce moment, j'en fais partie. Est-ce que il y a un truc que tu veux faire passer ici aux gens qui nous écoutent? Évidemment sur le secteur, j'allais dire, on s'éclate dans l'industrie. En fait, moi ce que j'adore pour en parler un peu dans l'industrie et des spécificités en produit, c'est très rationnel. Déjà, on est dans du B2B. C'est tangible. Exactement, c'est du très tangible. Beaucoup mieux. C'est du très tangible. B2B Enterprise. Donc en plus de ça, on a vraiment une différence claire entre l'utilisateur et le payeur. C'est pas une start-up où finalement ça peut être la même personne, je sors ma carte de crédit. On va avoir du très concret. On va itérer, le produit, on va pouvoir voir sa valeur dans l'atelier ou dans la vraie vie. De se dire comment ça participe à mieux fabriquer les produits qu'on consomme. Ça, c'est top. Tu vois, un verre, un micro. Je pense qu'on a visité la plupart des usines qui ont fabriqué des éléments de cette salle. Donc, on voit ce côté très concret. Et derrière, moi, j'aime beaucoup la résolution de problèmes qui est associée. Et notamment, B2B usine, on est sur des produits du vertical SaaS, en fait. Donc, on a un niveau de règle métier assez fort que je trouve hyper intéressant. De se dire comment est-ce que un processus de fabrication fonctionne, comment les raisonnements des acheteurs techniques fonctionnent, etc. Pour faire le lien avec l'IA, c'est pas, on va dire, d'un grand niveau d'insight, mais ça augmente le niveau d'entrée, en fait. Il faut être meilleur en design, il faut être meilleur en tech, il faut être meilleur en business, il faut être meilleur surtout. Je donne un exemple, c'est en design, il faut encore mieux penser les points de contact avec son produit et comment est-ce qu'un utilisateur va raisonner avec l'IA. Sur la partie produit ou règle métier, il va falloir encore mieux comprendre ce qui est de l'ordre du déterministique, ce qui est donc de la règle en dur, de ce qui est l'ordre de là où j'utilise du LLM et comment je vais finalement chaîner mon raisonnement en background. Donc en fait, on va avoir un niveau de précision, un accent à mettre encore plus fort dessus. Et j'ai oublié la troisième question. Je demande des opinions, mais très bien, tu me donnes tes conseils, c'est très bien. Hyper cool. Est-ce que tu as un truc à ajouter avant qu'on boucle?
Rien. Non, rien. Bon, je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des recrutements en ce moment chez OSS, des messages que tu fais passer là-dessus à l'audience, qui est quand même principalement composée d'ex-founders, de potentiels founders et également de beaucoup d'équipes produits, de PM opérationnels, de CPO, de CTO, d'ingé? Alors, on recrute beaucoup. Beaucoup. On recrute au studio, tu veux dire, ou dans les boîtes? Les deux. Ok. J'allais dire même les trois, c'est-à-dire entrepreneurs, entrepreneuses, pour lancer des nouvelles boîtes. D'accord. On recrute tout le temps et même on penche le bateau. Aujourd'hui, on a plein d'idées. Aujourd'hui, notre goulot, c'est les équipes pour les lancer. Ok. Que ce soit équipe fondatrice ou équipe dans le studio. C'est un délire, hein, ça. Chez Exa, c'est pareil. Hein, je réfléchissais. Ouais. Et donc, c'est comme tu le disais, scaler ce modèle. Ouais. Donc, à la fois des gens qui veulent rejoindre la core team pour créer des boîtes, donc des profils PM, où on est en train de créer un profil aussi entrepreneur en résidence, avec un programme où tu dis, je rejoins OSS, parfois avec Founder. Et je rejoins pour faire 1 an et demi, par exemple, faire 2-3 projets, faire une sorte de programme de rotation où je vais chercher des expertises que j'avais moins dans mes boîtes d'avant, me former sur un côté très tech IA, et derrière, une fois que j'ai rechargé mon chômage, je veux vite lancer une nouvelle boîte. C'est bien ça. Et puis enfin, dans nos boîtes, les premiers employés, notamment produits, tech, donc tech à la fois dev, data, IA, sales, go-to-market, on a de quoi faire. Nice. Bon, tout est ouvert pour les gens qui y sont intéressés. Comment ils font? Ils passent par le site? Il y a un site pour ça? Il y a le site. Il y a des privilèges quand ils viennent du podcast? Il y a le site. Les gens sur LinkedIn sont assez visibles et souvent les premiers recrutements, c'est le premier entretien, c'est avec le CEO, le ou la CEO ou cofondateur, cofondatrice. Donc c'est assez rapide, on va dire, pour... Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée pour parler à la bonne personne. Trop bien. Et d'ailleurs, je confirme, il répond. Alors, peut-être que je suis biaisé, mais j'ai pas eu le CEO directement. Moi, j'avais contacté, comment il s'appelait? Jean-Philippe. Jean-Philippe, exactement. Trop cool. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast, Léopold. Merci. Trop cool. Tu vois, en 1 heure, on a tout pile là. On a bien bouclé, on a bien fait le tour. Hyper content d'avoir pu en savoir plus sur SS. Et écoute, j'ai hâte de voir la suite, à la fois des boîtes existantes, mais des nouvelles que vous allez sortir. C'est passionnant. Merci beaucoup. Salut, à très vite. À très vite.